Donc, j'avais pas envie qu'on me regarde, qu'on me touche et de me laver. J'avais envie de garder ces choses-là précieuses et en moi le plus possible. Ouais. Tu disais dans un reportage Libération 2004 qu'à 13 ans, tu avais monté une montagne et que tu avais cru en Dieu. Tu dis ça comme ça. J'ai cru en Dieu et j'ai failli devenir curé et du coup j'ai arrêté. Ah, c'est-à-dire que c'était une manière d'associer la beauté à quelque chose de spirituel et de christique, quoi. Et après, j'ai déchanté. Ouais. En descendant, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Il faudrait pas devenir curé ou moine. Ma vie, c'est pas là. C'est comme un flash, voilà, en fait. Comme un flash, d'avoir vu une beauté et de l'associer. Je sais pas pourquoi Dieu a traversé ce moment-là. Et c'est pas grave, je l'accueille. Est-ce que tu as encore des souvenirs de cette rue où tu t'es fait caster justement, ton premier rendez-vous, on va dire, avec le Père et le Jeune? Oui, j'allais chercher une amie à un lycée dans Paris, Bruno Lévy, qui était directeur de casting. Je cherchais des allures, des dégaines, des personnes. Et il m'a proposé de venir à un rendez-vous. Ça arrivait à cette époque dans Paris. Parfois, on misait sur des gueules qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas connues, et on prenait ce risque. Ça s'appelait casting sauvage. Bon, moi, j'avais un look un peu spécial. Et du coup, je me faisais souvent arrêter, en fait, pour des pubs, pour des photos, ou pour des films. T'as déjà joué à la comédie, tu m'as dit? Non. On t'a déjà proposé? Non. Alors? Je sais pas. La première fois quand tu es devant la caméra, est-ce que pour toi il y a un déclic? C'est pas un déclic parce que j'avais déjà fait des conneries des conneries, même des bouts de scène avec mon meilleur ami, qui est réalisateur aussi, qui s'appelle Raphaël Fechto. Je savais ce qu'était de faire le pitre ou le con. Déjà ça, je l'ai fait beaucoup au lycée, à l'école, tout ça. J'étais pas impressionné par l'œil du viseur, ni intimidé. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre? Je ne comprends pas. Des trucs de femmes. On est comme des femmes, nous. Ce film, Le Père et le Jeune, puisque c'est lui dont on parle, de Clapiche, il y avait une humeur comme ça, une ambiance où je pense qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une pression ou une retenue. C'est un film de groupe aussi. Et Clapiche est fort pour les castings de groupe. C'était facile et super amusant de recréer une ambiance de lycée, quoi. C'était rapide aussi, c'était un film pour la télé, ça s'était fait en 25 jours, donc il n'y avait pas beaucoup de place de se prendre la tête, je veux dire, c'était vraiment un élan, une humeur. Non, vraiment le moment où je me suis dit, tiens, vraiment c'est un métier qui m'intéresse, c'était pour l'Auberge Espagnole. Pour moi, c'est ma première composition, quelque part. Ah, tu fais quoi? Je suis au père babysitter. Ah, c'est génial! Ah, c'est génial! Non. Ça m'a vraiment demandé une transformation, ouais. Et de comprendre, quoi, qu'est-ce qu'habitait ce type, quoi. Pourquoi il pouvait réagir comme ça. Je disais à Clapiche, mais comment tu vas en faire un héros? Comment on va avoir envie de suivre ce gars pendant 1h30, quoi. Et il me disait, mais si, tu verras, il est touchant. Et tout. Et au départ, je le voyais pas, donc je savais pas le jouer. Et c'est en faisant un travail comme ça, de transformation, quoi, de composition, où j'ai appris à le connaître et où je l'ai aimé. Et puis au final, je l'ai vraiment aimé, ce Xavier. Il m'a tellement plu qu'à la fin de ce film, je me suis dit, tiens, si le montage, si ça fonctionne, ouais, ça m'intéresse vraiment, ce métier, parce qu'on peut vraiment faire des choses différentes, étonnantes, quoi. Il t'a suivi aussi, quoi. Il m'a suivi aussi, on en a fait 3, quoi. C'est bizarre. Et si ça n'avait pas fonctionné, justement, t'aurais... Je me serais dit, je suis peut-être pas doué pour ça, peut-être qu'il faut pas que je continue, quoi. Ma sœur. Et du coup, ça veut dire en fait que les 10 premières années, on va dire, de ta carrière avant l'Auberge Espagnole, c'était toi, en fait. Oui, je me servais de sensations intérieures qui auraient pu me croiser. J'avais pas vraiment d'outils, puisque les écoles de théâtre me faisaient peur, les méthodes me faisaient peur. Je comprends pas. Ton premier film avec Gatliff, il te fait traverser un village de gitans. Ouais. Et il dit, on tourne sans que jamais, en fait, t'aies eu de contact avec les habitants du village. Mais Tony, c'est sa manière de tourner. Il m'avait prévenu, tu te mets à nu, tu te déshabilles, tu y vas. Parce que les tziganes, ils y vont. Il y a eu des situations bizarres. Mais eux, ils y vont. Donc toi, il faut bien que tu répondes ou que tu sois prêt. Si tu es là et que tu as peur ou que tu te protèges trop, etc., tu passes à côté de la réalité de la situation où ça peut être magique et génial à n'importe quel moment. Parce qu'eux, ils ont un tempérament très artistique, quoi. Ils proposent plein de choses, ils sont pleins d'imagination. Il fallait juste être là et présent, qui est une base de notre métier, qu'il ne faut jamais oublier, je pense, même si on a des textes à des moments, des contraintes plus présentes. Être là, écouter la personne en face, écouter d'un coup si elle vient de dire un truc qui n'était pas prévu ou qu'il y a un accident, être là et réagir, moi je trouve que c'est la base, quoi.
Si c'est pour après arrêter la prise et dire attendez, non, ça c'était pas prévu. Je déteste ça. Je leur fais un signe quand ils commencent. Da, Harald Mengele va ste seară dinen. Selon Galtif, tu reviens de Paris et il dit de toi, il veut plus qu'on le touche, qu'on le regarde, il veut plus se laver. Il y a eu un vrai moment partagé ensemble où au départ c'était pas acquis parce que quand t'es un gadjo que t'arrives là-bas, t'es un gadjo. Et puis petit à petit j'étais à l'intérieur des familles et petit à petit j'avais les enfants sur mes genoux et petit à petit c'était bouleversant de se séparer. Donc c'est des gens qui sont bouleversants. Hein. Ou qui nous remettent, je veux dire, qui nous remettent tous nos repères en question. Hein. Sur la façon de comment on vit, le bordel de nos sociétés, le modernisme, enfin tout. D'un coup, là, on revient à des choses beaucoup plus spontanées, importantes. Donc à 25 ans, c'est vrai que c'est bouleversant. Tu te dis, mais je vais rester là-bas. Ou je vais ramener quelqu'un de là-bas. Enfin, je ne peux pas quitter ce monde-là, quoi. Donc, j'avais pas envie qu'on me regarde, qu'on me touche et de me laver. J'avais envie de garder ces choses-là précieuses et en moi, le plus possible. Ouais. Qu'est-ce qui serait justement d'un personnage comme celui de Battre mon cœur s'est arrêté avec Jacques Audiard? Il y a quelque chose de très vif, très sur une brèche. C'est un personnage qui est dans une dualité, hein, qui est capable de chasser des gens de leurs appartements pour se faire de la thune, puisqu'il s'occupe d'immobilier. Et puis il y a l'artistique qui est là-dedans, la mère qui a laissé le piano, la fibre artistique, quoi, que personne ne comprend dans ce milieu-là, dans le film. Non, je peux pas. J'arrive pas. Ça me gêne. Je peux pas jouer quand il y a quelqu'un dans mon dos. Je supporte pas. Et du coup, il garde ça en secret, quelque chose qu'on veut pas que ce soit sali ou que les gens aient un avis ou une opinion là-dessus. Et quand tu joues ça, c'est sublime parce que tout est silence, ou même des rendez-vous avec des gars pour parler d'appartements. Tu peux remplir tout le temps par cette passion magique. Faut créer des mystères, faut créer des... Le pire, je pense toujours, c'est le vide. Hein. C'est quand d'un coup, tu te sens sec, quoi. Je suis en mission. Je peux pas te mêler à ça. Je peux pas faire autrement. Tu comprends ça, Flo? Karine! Oh là, tu l'as pas vu venir. Tu fais l'arnaqueur en 2010. Comment toi tu le vois maintenant? On est en 2019, 10 ans plus tard presque. C'était une étape assez importante dans ta carrière de comédien ou... Ouais, quand même, parce que c'était gai. Et finalement, même moi, ce qui me rebutait au départ, une comédie qui aurait pu être formatée. Et du coup, j'avais peur de passer en force, ce qui est pas bon. Et ce qui rend parfois le truc vulgaire en plus. C'est Pascal Chomet qui a disparu maintenant, hein, qui était le metteur en scène et qui avait bien visé, d'abord qui avait tenu à ce casting-là et qui s'est servi un peu de nos caractères à nous tous. C'est devenu très léger, la manière de faire rire. Je t'ai pas dit, il y a une sorte de type qui me court après, genre un dingue. C'est sur le chantier là qui vient, il est persuadé que c'est chez moi, que j'habite là. Il est tout le temps là. Ah oui, Patrice Chéreau, c'était fou. Hein. Au théâtre, on a fait 1h30 de monologue de Coltès et il était capable de prendre un mot qu'on a cité à la 45e minute et te dire, tiens, ce mot-là, tu l'as pas goûté. Je l'ai pas ressenti. Du coup, ce mot-là, au lieu qu'il t'impressionne la fois d'après, tu t'appuies dessus et il devient une force. Sublime méthode. Et lui disait de toi que tu avais une désobéissance créative. J'adore, tant mieux. Enfin, au départ, moi, je suis pour foncer, quoi. Je suis pas pour tout de suite mettre des brèches ou des obstacles dans ce qu'on me demande. Je suis pour que tu sois content. Peut-être que la désobéissance, elle vient en second temps. Ou d'un coup, non, mais attends, ça suffit pas. Tu penses que c'est plus facile de prendre des risques à l'heure actuelle ou c'était plus facile dans les années 90? Non, moi je trouve qu'il y a toujours du risque. J'ai fait il n'y a pas si longtemps Nos batailles ou même Vernon Subutex, qui était une manière de tourner où il fallait prendre des risques. Quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de magie et tout, ça se sent. Hein. Invitation backstage au concert d'Alice Beach ce soir. Ah là, vous êtes surpris. Je suis pas à la rue. Et tu te vois un jour prendre des risques avec une caméra ou pas? Peut-être, mais il me faut l'histoire. Il faut que je croise une histoire ou que j'invente ou où ça devient obligatoire pour moi de faire des images dessus. Je ne veux pas le faire gratuitement. Je veux vraiment que ce soit important. Ça fait depuis 1994 que tu fais partie du milieu du cinéma, en tout cas des salles de cinéma. Oh man, ok. Est-ce que tu t'es déjà dit, ok, c'est bon, je fais partie maintenant du... Non, j'arrive pas à me dire ça. Moi, depuis le départ, j'ai toujours pensé que ce métier, il peut être très injuste, parce que j'ai quand même un paquet d'amis qui sont de très bons comédiens, comédiennes, et qui ne travaillent pas. Donc, je veux dire, le désir ou la demande est quand même
vient d'un autre monde. Dès le départ, moi, dès le premier film, Le Père et le Jeune, je me suis toujours dit que ça pouvait s'arrêter le lendemain. Même 20 ans après, t'as toujours cette idée. Ouais, je sais comment on disparaît d'un coup, mais vraiment d'un coup. Hein. Il y a juste disparition ou break, qui peut durer 15 ans, 20 ans, ou qui peut s'arrêter. Il y a plein d'exemples. Et ça n'a pas de rapport du tout avec un talent. Okay. C'est pas vrai. C'est un rapport peut-être avec une mode, avec des gueules qu'on a envie de voir, avec des nombres d'entrées qu'on a fait, avec des gars qui tiennent les manettes à un endroit. Voilà. Mais par rapport à un talent, c'est faux. Je suis très heureux et j'ai le sentiment d'être chanceux et d'avoir vraiment été privilégié et d'avoir eu des super rôles. Mais par contre, je me dis pas, bon, il y a tout ça, alors ouais, je me pose et je fais partie du cinéma français, de cette famille, et j'ai ma place et je dois l'avoir. Je suis pas du tout là-dedans. En général, quand je décèle ça chez certains, eh ben, ça casse une disponibilité, ça casse une folie que ça pourrait être leur premier film. Tu vois, ça amène une attitude un peu confortable, alors qu'un film, c'est l'inverse de ça, je pense. Il faut toujours être un peu instable, j'ai l'impression, hein, chacun sa sauce, hein. Chacun a sa cuisine ou ses repères. Qu'est-ce que tu penses du talent? Est-ce que tu penses qu'il est primordial, il existe, ou justement c'est... Non, je veux dire un truc banal, c'est que oui, les talents, si on ne travaille pas, d'une part, ils s'essoufflent, d'autre part, il peut être toujours pareil. Je pense que c'est un peu comme un muscle, quoi. C'est précieux, un talent, je pense. Il faut le peaufiner, quoi. Et un talent peut surgir à n'importe quel âge aussi. On peut avoir d'un coup un gars qui se révèle à 55 ans, qui réalise des films. C'était, je sais plus quel metteur en scène. Bon, c'est cool de se dire qu'on peut avoir des talents à 80 piges. Moi, j'adore. C'est une idée qui me plaît bien.